Bonsoir à les noms de tous tous ces mecs. et bienvenue à ce deuxième webinaire des lundis de la FHU Glimmer. On a trois invités prestigieux ce soir, Harry Sokol, Jérémy Lefebvre et Xavier Drey. Et c'est donc Harry qui va ouvrir le bal avec 10 à 15 minutes sur microbiote et Mickey. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat. Merci beaucoup, Patrick. Alors, je vais partager mes diapos. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien mes diapos? Très bien. Très bien. Ok, super. Donc, je vais vous parler de quelque chose de concret et d'un exemple finalement de chemin de la recherche fondamentale jusqu'à l'application clinique. Et donc, je vais vous parler de cette bactérie qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii. Et donc, je vais vous accompagner le long de ce chemin que l'on a parcouru, de la découverte au laboratoire jusqu'aux premiers essais cliniques dans les Mickey, mais vous verrez également que je vous parlerai d'autres indications. Donc, mes conflits d'intérêts. Un conflit d'intérêt important, c'est que je suis cofondateur de la société Excellium qui développe justement cette bactérie comme médicament. Donc, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il y en a deux types, comme vous le savez, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. Ce sont des maladies qui vont toucher des sujets jeunes, altérer leur qualité de vie. Ce sont des maladies chroniques avec des phases de poussée et des phases de rémission pour lesquelles on n'a pas de traitement curatif, même si nos chirurgiens nous disent régulièrement que leur opération peut guérir les malades. Ce n'est malheureusement pas complètement vrai. Les patients peuvent avoir différents types de complications, des poussées sévères qui les mènent à l'hospitalisation, mais aussi des infections et des cancers qui sont reliés à l'inflammation elle-même ou aux immunosuppresseurs qu'on peut être amené à donner à ces patients. Ce ne sont pas des maladies rares. Il y a plus de 300 000 cas en France aujourd'hui de Mickey, avec une incidence de l'ordre de 10 pour 100 000 par an, et un risque cumulé au cours de la vie de plus de 1% de développer l'une de ces maladies. Et ces chiffres ont tendance à augmenter partout dans le monde. Donc ces maladies, on sait qu'elles sont liées aujourd'hui à une activation du système immunitaire dans l'intestin vis-à-vis d'un microbiote qui est altéré chez les patients qui sont susceptibles génétiquement, et donc il y a certains facteurs génétiques de prédisposition. Et on sait également qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont importants. Ces 10-15 dernières années, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de facteurs environnementaux et facteurs génétiques vont avoir un rôle sur la maladie via un effet sur le microbiote intestinal, hein, qui sont donc l'ensemble de ces micro-organismes qui vivent dans notre tube digestif. Néanmoins, ces maladies, elles ne sont pas exclusivement liées au microbiote et il y a d'autres facteurs qui vont impacter leur développement indépendamment du microbiote. Néanmoins, et c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que je coupe un petit peu court, mais si vous avez des questions, on pourra en reparler. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le microbiote est bien un acteur dans la physiopathologie de ces maladies, des Mickey. Ce n'est pas juste un témoin de l'inflammation, mais vraiment ce microbiote joue un rôle actif dans la maladie. Et donc, on a observé, notre équipe et bien d'autres dans le monde, que le microbiote des patients avec Mickey est altéré, avec certaines bactéries dont l'abondance va augmenter. C'est le cas de bactéries pro-inflammatoires, comme certains Escherichia coli, des Klebsiella et autres. Et puis, certaines autres bactéries vont diminuer. Et c'est le cas notamment de la bactérie dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii. Donc cette bactérie, on a montré qu'elle était diminuée au cours des Mickey. Et c'est une bactérie qui est très particulière, qui est vraiment unique dans notre microbiote. D'abord, c'est l'espèce bactérienne la plus abondante dans le côlon humain. Elle appartient à ce qu'on appelle le corps microbiome. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple, ça veut dire que c'est une bactérie qui est présente chez la quasi-totalité des individus sains à la surface de la Terre. Donc elle est vraiment très prévalente. Et donc, si on combine déjà grande abondance et grande prévalence, eh bien, c'est une bactérie qui est complètement unique, juste avec ces deux caractéristiques. En plus de cela, elle diminue au cours des Mickey.
Et plus son taux est bas, plus les patients vont avoir tendance à rechuter. Donc, assez rapidement, on s'est posé la question, il y a plus de 15 ans maintenant, de savoir si cette bactérie ne pourrait pas avoir des effets anti-inflammatoires. Et effectivement, c'est ce que l'on a démontré dans ce papier qui était pour nous fondateur. Euh, En partant de données humaines, on avait identifié cette bactérie comme potentiellement active sur la maladie et sur des modèles murins, sur des systèmes cellulaires, on a pu démontrer le fait que effectivement, elle avait des effets immunomodulateurs. Et même si aujourd'hui ça paraît une démarche qui n'est pas très originale, eh bien pour l'époque c'était très novateur. C'était la première fois qu'en se basant sur des données humaines, on identifiait une bactérie du microbiote intestinal avec des effets potentiellement thérapeutiques. Voilà, et donc c'est un des articles les plus cités de la littérature sur ce sujet. Ces 15 dernières années, on a travaillé sur différentes choses. D'abord, élucider les mécanismes par lesquels la bactérie agit. On a identifié que certaines molécules produites par la bactérie vont agir sur les cellules épithéliales de l'intestin, notamment en bloquant un certain nombre de voies de l'inflammation comme la voie NF-kappa B et globalement en renforçant la barrière intestinale. Mais ces dernières années, on a fait un focus peut-être un peu plus important et surtout on a vraiment l'impression que une grande partie des effets potentiellement thérapeutiques de cette bactérie proviennent de composants qui sont présents sur la paroi de la bactérie et qui vont agir sur les cellules immunitaires et notamment les cellules présentatrices de l'antigène comme les macrophages et les cellules dendritiques et leur faire induire la production d'interleukine 10 qui est une cytokine anti-inflammatoire. On avait également observé, notamment avec des collègues nantais, que via la présentation de l'antigène, eh bien, la bactérie allait stimuler une population particulière de lymphocytes T régulateurs avec des effets eux aussi anti-inflammatoires. Ces dernières années, on a conduit beaucoup d'autres explorations et notamment avec cet article qui est actuellement sous presse dans Gastroentérologie. C'est un travail que j'ai coordonné avec Nathalie Royon et c'est Camille Dan qui est en premier auteur. On a pu montrer que cette bactérie, elle a des effets effectivement principalement sur les macrophages, les cellules et les monocytes, que ce soit des cellules issues du sang périphérique, que ce soit des cellules issues de l'intestin humain, et là ça a été fait notamment grâce à nos collaborations avec les chirurgiens et particulièrement avec Jérémy Lefebvre, qui nous fournit du tissu de ces patients et on peut isoler les cellules immunitaires et tester les effets. En dehors de regarder, de voir que cette bactérie, elle allait induire une forte production d'interleukine 10 et une diminution de la production de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 23 ou le TNF-alpha, on a fait une analyse en RNA sequencing du transcriptome pour avoir une vision beaucoup plus globale. Et pour faire simple, un des résultats principaux, ça a été d'observer que finalement, l'interleukine 10, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et l'effet de la bactérie est beaucoup plus profond avec une reprogrammation métabolique vraiment en profondeur de ces cellules immunitaires. Et on a pu montrer d'ailleurs que cette reprogrammation était nécessaire aux effets immunorégulateurs. Donc, fort de ces résultats, avec la société Excellium dont je vous ai déjà dit un mot, on a conduit un essai de phase 1-2A chez des patients avec maladie de Crohn. Donc cet essai, il est maintenant terminé. On a présenté les résultats lors du dernier congrès européen de gastro et je vous en montre certains résultats ici. Donc c'était une étude de phase 1, 8 patients atteints de maladie de Crohn, pas de bras contrôle. Donc les patients étaient inclus en poussée avec une poussée modérée. Ils étaient d'abord traités par corticoïdes pour éteindre ou en tout cas calmer l'inflammation. Et ils devaient, si le traitement par corticoïdes permettait soit d'induire une réponse, soit une rémission, et donc là on utilise des scores cliniques comme le CDAI, qui sont des scores d'évaluation de l'activité de la maladie de Crohn, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il commençait le traitement par la bactérie Faecalibacterium prusnitzii EXL01. On diminuait la corticothérapie sur 6 semaines.
Et le traitement par la bactérie était poursuivi pendant 24 semaines. Et les patients recevaient une gélule par jour. Et on faisait une seconde coloscopie 6 mois après, enfin plus précisément à 24 semaines après l'initiation du traitement. Et bien sûr, on a profité de cette étude pour faire beaucoup de prélèvements et d'analyses pour essayer de comprendre ce que la bactérie avait comme effet. Donc l'objectif principal, hein, c'était vraiment la sécurité. Même si on n'avait pas trop d'appréhension vis-à-vis de la sécurité, ça restait l'objectif principal. Les objectifs secondaires incluaient les scores cliniques, des biomarqueurs biologiques, fécaux, sanguins, de l'analyse transcriptomique, de l'analyse du microbiote. Globalement, sur les 8 patients, 6 patients sont allés jusqu'à la fin de l'étude, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rechuté au cours du suivi, et 2 patients ont fait une poussée dans les 24 semaines, donc avant la fin du suivi. Donc vous avez ici les marqueurs cliniques et biologiques principaux que l'on regarde lorsque l'on évalue l'activité de la maladie de Crohn. Et donc ce que l'on voit, c'est que globalement, ces marqueurs sont plats. Donc ici, vous avez le CDAI, c'est-à-dire un score d'activité clinique, ici un score de qualité de vie, ici la CRP et ici la calprotectine fécale. On a le score endoscopique qui globalement ne bouge pas, sauf pour ce patient-là qui a rechuté et pour lequel on a une nette augmentation de l'activité endoscopique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces patients, ils étaient d'abord traités par corticoïdes. Donc, ce que l'on attend, c'est effectivement une stabilisation de la maladie, puisque leur maladie a déjà été traitée par corticoïdes. Et effectivement, donc, on n'a pas d'événement particulier sur ces paramètres cliniques. Et bien sûr, c'est écrit ici, on n'a pas eu d'éléments inquiétants vis-à-vis de la tolérance de cette bactérie. On a également, bien sûr, fait des analyses de microbiote en utilisant différentes méthodes, que ce soit du CESS sur les biopsies ou du shotgun sur les selles. Et c'est notamment Perle qui a réalisé ces analyses. On est sur un petit nombre de patients avec une grande variabilité interindividuelle. Et donc, statistiquement, c'était très compliqué, voire impossible, d'identifier des choses qui soient statistiquement significatives. Et donc, effectivement, on n'a pas observé de shift, de changement majeur du microbiote, en tout cas individualisable sur ces 8 patients. En revanche, on a pu faire de la PCR sensible, ultra sensible, qui s'appelle la DDPCR, pour essayer de détecter la bactérie qu'on avait administrée aux patients. Et donc, on peut observer que effectivement, lorsque les patients prennent la bactérie, eh bien, on la détecte dans les selles, en tout cas chez un certain nombre de patients, à un taux très faible, hein, mais on la détecte. Et puis ensuite, cette bactérie, on la détecte moins dans le suivi, une fois qu'on a arrêté de donner la bactérie. Alors, il reste juste 1 minute. Ouais, j'ai quasi fini. Euh, Allez, j'ai encore 2 minutes, il est 18h13. Donc les données de RNA-seq pour la transcriptomique, eh bien, ce qu'on a pu observer, c'est que le signal principal, il était observé au niveau de l'intestin grêle, avec presque 240 gènes qui étaient différentiellement exprimés, alors qu'au niveau du côlon et du rectum, c'était beaucoup moins. Donc ces résultats, vous les retrouvez sur cette heatmap. Et ce qui est intéressant, c'est à quoi servent ces gènes. Parmi les signatures fonctionnelles les plus significativement modifiées, on retrouvait du métabolisme énergétique et donc notamment l'induction de la phosphorylation oxydative. Et ça nous rappelle exactement ce qui a été identifié dans le papier de Nathalie et de Camille, dans lequel la bactérie avait ses effets via l'augmentation de la phosphorylation oxydative également. Donc, en 2 mots, les patients qui ont rechuté avant la fin de l'étude, eh bien, ce sont des patients qui, avant même de commencer la bactérie, étaient plus inflammatoires, alors même qu'ils avaient reçu de la corticothérapie. Vous avez une CRP qui était plus élevée, des leucocytes, des plaquettes qui étaient plus élevées, et au niveau transcriptomique, ils avaient une signature inflammatoire beaucoup plus importante, suggérant que la réponse à la cortisone était nettement moins bonne chez ces patients. Donc en conclusion, sur la maladie de Crohn, la bactérie, clairement, dans cette étude, elle est safe. On a des éléments qui suggèrent une activation
et des effets sur l'hôte, principalement au niveau de l'iléon. Et on a actuellement une étude randomisée et contrôlée qui a commencé pour essayer de maintenir la rémission chez des patients qui sont opérés pour maladie de Crohn, avec un design qui est tout à fait classique, comme vous l'avez ici. Deux mots sur d'autres indications sur lesquelles on étudie cette bactérie. L'infection à Clostridium difficile. Mais on sait que cette bactérie, Faecalibacterium prausnitzii, un taux bas va prédire un risque important de récidive d'infection. On sait que le niveau de la bactérie avant de commencer un antibiotique, eh bien, prédit le risque de diarrhée liée aux antibiotiques. Et lorsqu'on regarde les données de transplantation fécale, les modélisations montrent que cette bactérie est parmi les espèces les plus importantes impliquées dans l'effet de la transplantation fécale. Donc, on a des données expérimentales avec Faecalibacterium EXL01 qui nous montrent un effet protecteur dans des modèles animaux, comme vous le voyez ici sur la charge en C. diff et l'inflammation. Et donc, on a un essai qui est en cours, coordonné par Nicolas Bénèche à Lyon. On a des données ouvertes sur 6 patients qui sont très encourageantes, et donc on a un essai randomisé contrôlé qui est en cours. En immuno-oncologie, il y a de nombreuses données qui montrent qu'un taux élevé de Faecalibacterium prausnitzii est associé avec une bonne réponse à l'immunothérapie, comme on le voit ici. Et là encore, on a pu montrer que la bactérie va booster la réponse à l'immunothérapie in vivo dans des modèles animaux et d'ailleurs in vitro également. Et donc, en plus de ces deux essais dont je vous ai déjà dit un mot, Crohn et infection à C. diff, on a un essai en cours dans le cancer gastrique qui est coordonné par Romain Cohen et le GERCOR, un essai en cancer du poumon non à petites cellules qui est coordonné par le professeur Cortot à Lille, un essai en CHC qui est coordonné par Julien Edlin à Rennes, et enfin un essai dans le cancer rénal qui va commencer prochainement aux États-Unis. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie et je remercie tous les collaborateurs qui contribuent à ce travail. Voilà, merci, c'était Ouais. passionnant. Je En dirais que c'est attendant un les, Pardon, euh, pardon. Non. Vas-y, Patrick, excuse-moi. en attendant les questions dans le chat, dans la population générale, quelle est la prévalence de la bactérie dans les selles? Et quasiment de 100%. Alors que Chez dans les les, sujets sains. Chez les alors que sujets dans les sains. Crohn, elle est très souvent absente. Alors, elle va diminuer en quantité et elle peut diminuer à un tel point qu'elle disparaît. Et c'est surtout au cours de la maladie de Crohn iléale. C'est d'ailleurs pour ça que le modèle de la chirurgie et de la récidive post-opératoire après résection iléosécale nous semble être un bon modèle. D'abord, c'est comme ça qu'on a découvert l'intérêt de cette bactérie dans le papier de 2008 dont je vous ai parlé tout au début. Et effectivement, en s'intéressant à des patients qui ont une résection iléosécale, on s'intéresse à des patients qui ont une maladie iléale et qui sont donc ceux qui ont la baisse la plus forte de cette bactérie. Merci Harry, franchement c'est impressionnant, c'est la grosse pression pour ceux qui arrivent derrière. Donc Xavier, Jerry, bon courage, je suis content de ne pas passer là. Non, vraiment c'était impressionnant et c'est sensationnel, c'est magique. Encore une fois, juste poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. L'objectif c'était aussi que chaque membre de la FHU puisse voir ce que les autres équipes font. Si tu devais citer une méthode ou une approche qu'il n'y a que ton labo qui sait faire ou en tout cas qui sait bien faire. Est-ce qu'il y en a une que tu peux vendre comme ça au public de la FHU en disant ça, c'est le truc? Et deuxième question, si tu avais besoin, si tu voulais élargir ton scope là, qui est magnifique, sur une autre approche ou une autre technique ou une autre, si tu avais tous les moyens à disposition, vers quoi tu irais? Alors, je pense que ce que j'ai montré là, c'est vraiment caractéristique de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est capable dans le labo d'aller du patient, des échantillons, grâce au service clinique, que ce soit en gastro, en chirurgie, euh, du très fondamental, et notamment on travaille beaucoup sur les aspects liés à l'immunité, notamment le métabolisme énergétique. Aujourd'hui, c'est un gros aspect qu'on développe au laboratoire, euh, jusqu'à de la clinique, des essais cliniques, des recherches de biomarqueurs. Donc je pense que notre spécificité, c'est ça, c'est qu'on est capable de faire d'un bout à l'autre du spectre. Si je dois donner un élément, bien sûr, les analyses de microbiote, on fait ça très bien. Et l'aspect immunométabolisme, c'est donc le fait que les cellules immunitaires vont se comporter différemment en fonction de leur métabolisme énergétique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser très fort dans l'équipe en ce moment.
Et en termes de si tu devais avoir une collab que tu rêverais comme ça en claquant des doigts d'avoir, en plus de celles que tu as déjà, qui sont multiples, est-ce qu'il y en avait si... En plus de celle que j'ai Ouais. avec le professeur Lefebvre, le professeur Ouais. Verdonc et le professeur Drey, honnêtement, j'ai pas Ok. besoin de grand-chose, hein. J'ai pas besoin de grand-chose, hein. Super, Non, non, merci. on a des Ouais, collabs avec plein de collègues dans ouais. le monde, mais honnêtement, on a beaucoup de chance à Bon, Saint-Antoine ben, d'avoir des super collaborateurs. ça parce qu'il y a des questions dans la salle, sinon vous pouvez me le mettre dans le chat qui est en bas. Et sinon, merci mille fois, Harry. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc maintenant, c'est la parole à Xavier. Bon courage, Xavier. À demain. Non, non, donc du coup, Xavier, qui va aborder le sujet de l'IA et l'endoscopie, qui est pareil, je pense aussi une approche très innovante, parce que j'en entends parler à droite, à gauche par des canaux que je n'attendais pas. Donc, beaucoup d'innovation également dans le service d'endoscopie. Et donc, je ne sais pas si tu peux partager, toi, Xavier. Je, je suis en train, bonjour, bonsoir. Effectivement, c'est très dur de passer derrière Harry, surtout quand on n'arrive pas à lancer son PowerPoint. D'accord. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, bon, moi, je vais vous parler d'analyse d'image en endoscopie digestive. Enfin, si j'arrive à... Agaçant. Sans image, ça serait regrettable. Absolument, absolument. Ah, je trouve pas du tout le truc Tu veux qui... que je lance le mien en attendant, si tu veux? Hein? Tu veux que je lance le mien en attendant? Ah non, non, surtout pas. C'est agaçant, ça. Euh... Je vous prie de m'excuser. Je ne le trouve pas. Vous voyez absolument pas l'écran là, hein. Absolument rien. C'est formidable. Ouais, tout à fait. Euh, Mais c'est le bug, et ouais, je sais pas, quand tu appuies sur partager, ça fait rien? Ben non, non, non. Quand tu appuies sur partager sur ton Zoom, là, ça fait rien. Non. Ah si, c'est bon, c'est bon. Ah non, il y a Mina qui fait. Ouais, ouais, mais Mina, je pense que vous activez le PowerPoint que j'ai. Oh. Sinon, tu veux me l'envoyer que je partage moi, Xavier? C'est bon, vous voyez ou... Non, on voit votre bureau, Mina. Ah, Votre travail. Là. Ah, voilà, là, on voit. Ah voilà. Super. Ah, t'es en micro coupé, Xavier. Et Mina, il faut juste faut échanger les écrans, parce qu'on voit l'écran présentateur, là. Bon, c'est pas le plus embêtant, je vais me lancer quand même. Effectivement, je vais vous parler d'analyse d'image en endoscopie digestive. Et moi aussi, j'ai un conflit d'intérêt important puisque je suis cofondateur et actionnaire d'une société qui fait de l'IA. On peut rester là-dessus, c'est pas très grave. Les premières diapos, c'était pour dire que la gastro-entérologie, c'est une spécialité qui est probablement une des plus actives concernant l'IA parce que on s'intéresse beaucoup à l'analyse d'image et que c'est un des secteurs avec le data mining et les données de vie réelle où l'IA s'applique extrêmement facilement. On va passer, Mina, s'il vous plaît. Je pense pas avoir la main, moi, évidemment, sur oui, mon... oui, c'est bon, j'ai la main. Merci beaucoup. Avancez parce que sinon, on va être vraiment trop dans le rouge. Voilà, ça, c'était juste pour dire qu'il y a énormément de dispositifs, vous pouvez avancer, qui sont marqués CE non seulement en endoscopie digestive, mais également en imagerie de coupe pour nos collègues hépatologues. Moi, je vais me concentrer sur, vous voyez, des applications en coloscopie énormément, vu que notre souci de santé publique, c'est bien sûr la prévention du cancer colorectal, mais également en endoscopie haute pour les endobrachioesophages, et puis en vidéocapsule, on va en parler. Le comment ça marche, je vais vous épargner ça, mais en quelques mots, diapositive suivante, l'image n'est évidemment pas vue par l'ordinateur comme une image, mais comme une matrice mathématique avec par exemple l'intensité du rouge, la variance de la texture, etc. et analysée. Et sur des inférences statistiques, en fait, l'ordinateur s'auto-programme, l'algorithme s'auto-programme pour choisir les filtres qui vont être pertinents, le nombre de filtres, l'ordre de ces filtres pour arriver sur un jeu d'entraînement au meilleur résultat possible. Il est évidemment possible d'influencer ces résultats en disant, bah oui, pour trouver une enjeu de dysplasie digestive, le rouge, c'est pertinent. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. On peut un peu quand même forcer le modèle. Donc en fait, la richesse aujourd'hui, c'est pas tellement finalement les algorithmes mathématiques qui sont téléchargeables quasiment en ligne, ni la puissance des ordinateurs. Vous pouvez maintenant sur un PC de bureau faire tourner
des IA, en tout cas certaines IA, sinon des PC de gamers, mais en gros, avec un ordinateur à 5000 euros, vous faites tourner des trucs très puissants. Le cœur du réacteur, diapositive suivante, ce sont les données. Et donc, à titre d'exemple, voilà ce qu'on fait sur les vidéocapsules de l'APHP qu'on a mis en réseau et qu'on centralise à Saint-Antoine, avec des données cliniques qui sont très préliminaires, hein, âge, sexe, indication de la capsule, mais surtout des milliers de capsules, vous voyez, 3700 capsules en 2 ans et demi, ce qui en fait une des bases de données les plus larges du monde, en tout cas d'Europe et d'Amérique du Nord. Les Chinois sont quand même encore un peu devant. Des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'images qu'on va pouvoir donc ici déposer dans l'entrepôt de données de santé, connecter nos collaborateurs en recherche. Ces données ne peuvent pas sortir, hein. C'est à nos collaborateurs de se loguer sur le DS pour aller affiner, tester, valider des algorithmes de reconnaissance d'images. Ça, c'est un exemple. Maintenant, on va voir les principales applications, diapositive suivante, qui sont essentiellement en coloscopie. Je vais passer un peu vite, mais on va voir une petite vidéo qui vous dit que déjà, l'image n'est pas polluée de signaux, même s'il y a un diverticule, même si on lave. Non, les détections se font et en temps réel, hein, c'est du 60 images par seconde, pour trouver ce polype qui est tout de même assez subtil. Vous voyez, on rappuie sur un bouton, et non seulement ça fait de la détection, mais ça vous propose une caractérisation. Ici, c'est un polype hyperplasique, mais d'un type un peu particulier. C'est une lésion sessile festonnée. Donc ça, c'est l'effet waouh, parce que du point de vue de l'image, c'est extrêmement impressionnant. Mais maintenant, que dit la science? Diapositive suivante, eh bien, on a des dizaines d'essais contrôlés randomisés qui font l'objet maintenant de revues systématiques et de méta-analyses qui nous montrent, c'est le higher ADR, que le taux de détection d'adénome en valeur absolue, augmente de 8% avec ces outils, hein. Vous voyez que ici on passe de 37% grosso modo à 45% de taux de détection d'adénome, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui doit être maintenant intégré à nos pratiques. Et donc ici à Saint-Antoine, 2 de nos 4 salles, en l'occurrence les 2 salles qui font la coloscopie, sont équipées de 2 systèmes différents d'intelligence artificielle, pas encore complètement adoptés par nos utilisateurs. Il y a tout un travail après sur l'interaction homme-machine. Et donc c'est quelque chose qui est en pratique routinière, encore à implémenter, cette fois du fait probablement de barrières humaines. En termes de caractérisation, on n'attend pas, c'est la diapositive suivante, on n'a pas encore atteint un seuil, ici il faut regarder la colonne de droite, la valeur prédictive négative de 90% dans toutes les études, mais on va très certainement arriver, et c'est notre faiblesse en tant qu'humain, on n'est pas bien capable encore de prédire à l'œil nu l'histologie, et l'IA va nous aider, il faut qu'on atteigne pour notamment regarder des polypes hyperplasiques dans le rectosigmoïde et dire ceux-là je les enlève pas, c'est pas la peine, c'est la stratégie diagnose and leave. On laisse ces polypes, c'est pas la peine de les enlever, c'est les hyperplasiques. On n'est pas encore au seuil prédéterminé pour s'accorder, s'autoriser cette démarche, mais il ne fait aucun doute qu'on va y arriver. Alors, en quelques mots, diapositive suivante, on est assez actif en termes de recherche clinique sur cette thématique. Ici, sur un essai qui s'intéresse justement à ces aspects de caractérisation. Avec, vous voyez, on doit atteindre 90% de valeurs prédictives négatives, on ne les a pas atteints, mais l'article va être soumis. Et puis, un autre protocole qui est en cours, c'est sur le côté droit de la diapositive, qui s'appelle CAD-Lynch, et qui donc là qui croise un petit peu nos forces, on va dire, avec le FHU, puisque c'est un recrutement qui se passe beaucoup par la filière prédif. On est très actif. On a montré donc en population générale, on augmentait en valeur absolue de 8% la capacité à trouver des polypes, des adénomes. Est-ce que c'est vrai dans le Lynch? Eh ben, on n'a pas encore recruté tous les malades qu'il fallait, mais vous voyez qu'à nous seuls, à Saint-Antoine, on a recruté à peu près un tiers des patients et on va probablement dépasser les porteurs du projet. Alors, Harry, qu'est-ce qu'on peut faire dans les Mickey? Les diapos ne sont pas tout à fait dans l'ordre, pardon pour ça, mais on est très intéressé à Saint-Antoine, diapositive suivante, par la vidéocapsule, ce drone intestinal qu'on fait avaler aux patients et qui nous permet donc de naviguer et de colliger en moyenne 10 000 images de l'intestin grêle. Donc ça, c'est super, notamment pour voir des ulcérations de l'intestin grêle. C'est super pour les malades, pas d'anesthésie, pas d'hospitalisation. Pour les docteurs, c'est autre chose. Lire 10 000 images à la fin de sa journée, c'est extrêmement pénible, fastidieux, long. Et, diapositive suivante, eh ben, en fait, il est démontré que dès la deuxième lecture de vidéocapsule consécutive, on commence à faire des fautes d'inattention, à pas bien lire, à pas rester concentré et à louper les diagnostics. Et c'est là que, par exemple, sur la base des vidéos qu'on collecte dans toute la PHP, on a pu
développé une solution qui détecte non seulement les images d'intérêt au sein de cette séquence de 10 000 images, en gros, on va réduire par 98%, on va sortir 150 images d'intérêt, et au sein de chaque image des régions d'intérêt. Et demain, mais ça on n'a pas encore, la brique qui nous permettra de dire ce que sont les anomalies qui sont vues, et on a même développé un score de propreté de la vidéocapsule, un peu sur l'équivalent de ce qu'on fait pour le côlon avec le score de Boston, un score de propreté automatisé. Voilà, alors tout ça, pour vous parler un peu d'entreprise, d'aventure entrepreneuriale, on l'a fait financer par une SAD, par des investisseurs, par la BPI, on a breveté 4 ou 5 fois nos innovations, et puis créé donc cette start-up qui s'appelle Augmented Endoscopy. Voilà quelques exemples de détection, non seulement d'images d'intérêt, mais également de régions d'intérêt au sein des images, et la caractérisation, ça va suivre, vu la masse de données qu'on a accumulée. Alors mon cher Harry, diapositive suivante, tu connais peut-être cette étude, où cette fois, avec des vidéocapsules qui sont grêlocoliques, donc là on ne parle plus de 10 000 images, hein, on parle de 25 000, 30 000 images à examiner sur la même vidéo, eh bien ce système d'intelligence artificielle qui s'appelle Axarolite permet en fait d'éliminer encore une fois 98-99% des images et de n'en examiner plus que 500 pour l'ensemble du grêle et du côlon. Encore une fois, cette fois en 3 minutes en moyenne. On l'espère au bénéfice de résultats plus rapides et pour les patients et pour la recherche. Alors évidemment, diapositive suivante, c'est un secteur extrêmement concurrentiel et la Chine, par la masse de données qu'elle est capable de générer et par le soutien industriel qu'elle a de son État, est évidemment un concurrent extrêmement sérieux. Tout ça pour vous dire qu'on a quand même participé à une étude prospective sur le même domaine, alors pas dans la maladie de Crohn, dans les saignements de l'intestin grêle, qui montrent que, bien sûr, le lecteur équipé d'IA a une sensibilité probablement accrue par rapport au lecteur non équipé d'IA, et avec un gain de temps considérable. En gros, on passe d'une demi-heure à 3 minutes de lecture. Et demain, eh bien demain, en coloscopie, diapositive suivante, il existe et il se développe des outils qui non seulement nous permettront de mieux détecter, caractériser, mais probablement même de guider l'endoscopiste pendant la progression de son appareil, de coter d'emblée et automatiquement le score de Boston, de nous dire, et c'est la vidéo, si on va trop vite lorsqu'on descend notre coloscopie, et puis une fois qu'on a le score de Boston, la détection, la caractérisation, on attend bien sûr de ces outils d'écrire automatiquement notre compte-rendu en ayant sélectionné les meilleures images. Et si possible, bien sûr d'établir un calendrier de surveillance et de faire le contrôle qualité de nos examens. Diapositive suivante, à nouveau pour aller chez Harry, sur l'idée qu'on va vers des scores cumulés et automatisés de sévérité dans la rectocolite hémorragique. Aujourd'hui, nos scores, ils nous disent quand une colite est grave, qu'elle soit grave sur le rectosigmoïde ou grave sur l'ensemble du côlon, avec les scores qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose. Demain, avec des outils qui permettraient d'évaluer l'ensemble de la vidéo, eh bien, on pourrait faire des espèces de heat map, de cartes de chaleur du côlon. Vous pouvez cliquer, Mina, pour faire apparaître à quoi ressemblerait une carte de chaleur qui ne serait pas la même, évidemment, si on était face à une pancolite sévère plutôt qu'à une rectite idiopathique. Eh bien ça, figurez-vous que les outils d'IA aujourd'hui sont capables de le faire. Diapositive suivante, et c'est assez extraordinaire, corrèle extrêmement bien avec des relectures centralisées par 3 experts, extrêmement dures et coûteuses à mettre en œuvre. Vous voyez la diagonale quasi parfaite pour des scores validés, le Mayo Endoscopic Subscore et le l'UCEIS. Voilà, avec des capas quadratiques, en plus extrêmement, on va dire, affinés, sont extrêmement favorables, ce qui laisse penser, alors ce sont des projections, ce qui laisse penser, diapositive suivante, qu'on pourrait même non seulement accélérer, mais en plus réduire le nombre de sujets qu'on pourrait inclure dans les essais thérapeutiques pour la rectocolite. Les 2 dernières diapositives pour vous dire qu'on a fait une première nationale à Saint-Antoine il y a 15 jours, en proposant non plus une ceinture et un boîtier à nos patients, mais un boîtier d'enregistrement autocollant qui devrait permettre demain de faire ces vidéocapsules non plus à l'hôpital. Le patient vient le matin, avale sa capsule, repart harnaché de sa ceinture, puis revient le soir nous apporter son matériel. Non, demain, tout ça, ça va se faire en téléconsultation. Diapositive suivante. Et si on fait tout ça en téléconsultation avec des capsules qui ont 2 dômes, qui permettent d'examiner le côlon, ben oui,
on va pouvoir faire des vidéocapsules à domicile et pourquoi pas des dépistages du côlon à l'aide de vidéocapsules à domicile et probablement préinterprétées par IA en ligne. Voilà, beaucoup d'autres applications dans le BO, dans l'éco-endo. La conclusion, c'est, rassurez-vous, non, l'IA ne va pas remplacer les endoscopistes. En revanche, les endoscopistes avec IA vont certainement remplacer les endoscopistes sans IA. Merci, et je suis prêt à prendre les questions, bien sûr. Bravo, Xavier. Ouais, merci. Impressionnant aussi. Alors, tu as répondu à une question de Jérémy qui demandait si la capsule remplacera la coloscopie de dépistage. Alors j'ai répondu un peu vite parce que j'ai vu passer sa question sur le chat. Il y a des programmes comme ça, cher Jérémy. Alors en gros, au Danemark et en Écosse. En Écosse, c'est assez intéressant chez des gens notamment qui sont très loin sur des îles ou dans les Highlands, paumés dans leur manoir, de pouvoir leur délivrer. Et ça a commencé, hein, les capsules à domicile, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors clairement, ça va probablement être stratifié. C'est-à-dire que les gens qui ont un fit positif est très positif. Ce qu'on ne fait pas en France, on n'a pas les résultats avec le quantitatif. Eux, il faudra qu'ils aillent directement à la coloscopie. Puis ceux qui sont dans des fits positifs, mais on va dire mollement positifs, possiblement des dosages un peu, des zones un peu grises, et ben eux, oui, il y a des programmes qui se développent, des stratégies qui se développent et qui sont en cours d'évaluation avec la vidéocapsule colique et bientôt articulée à l'IA, oui. J'ai une petite question pour toi, Xavier. Est-ce que comment est-ce que tu vois, parce que tu as parlé de drone intestinal, j'ai bien aimé ta comparaison. Il y a des systèmes qui sont utilisés, qui commencent à être utilisés pour la recherche où on peut faire des prélèvements avec des capsules. Est-ce que c'est complètement utopique dans l'application ou voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors voilà, c'est évidemment pas en pratique routinière. On a eu quelques échanges, hein, toi et moi, avec un collaborateur de PIS. Voilà, il y a des roboticiens. Il y a des roboticiens qui s'intéressent à non seulement les prélèvements de flore, éventuellement les prélèvements muqueux, éventuellement même la délivrance ciblée de médicaments. Bon, on est dans la science-fiction, mais on est là pour ça, Harry. Et pour faire la transition possiblement avec un autre lundi de la FHU, Marine vous parlera mieux que moi de robotique en endoscopie, une autre fois. Merci. Moi, j'avais juste une question pour les chez les jeunes, chez les internes et les chefs de clinique, à quel moment tu leur donnes l'outil? Ah, très très bonne question parce qu'il y a des essais, un essai, là ça vient d'être publié dans le Lancet Gastro, qui suggère, et c'est assez impressionnant, on augmente notre taux de détection de l'adénome quand on a l'IA. Et puis il y a des collègues qui ont regardé qu'est-ce qui se passe quand on réenlève l'IA. Et dans les 3 mois qui suivent, le taux de détection de l'adénome est plus bas, et significativement plus bas, qu'avant l'implantation de l'IA. Ça veut dire probablement qu'on désapprend quand on met de l'IA. Mais enfin, soyons pragmatiques. Pourquoi on enlèverait à quelqu'un un outil qui lui augmente son taux de détection de l'adénome? Et comment on va résister? On se dirait, on devrait peut-être apprendre aux internes à travailler sans IA avant de travailler avec l'IA. Bon, bah, c'est comme si on nous apprenait à téléphoner avec un cadran au lieu d'utiliser un smartphone. Il y a un moment, c'est là, et probablement, et de toute manière, ils n'auront pas le temps. Il va falloir qu'ils apprennent, et à mon avis, ils vont apprendre d'emblée avec l'IA. Ça va nous dépasser cette question, en fait. Merci mille fois, Xavier. Passionnant. Avec Et on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'innovation. Et donc, on va passer la parole au professeur Jérémy Lefebvre, grand chirurgien des services de chirurgie digestive, qui va nous parler d'innovation parce qu'on a cité partout la chirurgie digestive va-t-elle s'effondrer à cause des endoscopistes et de toutes ces innovations et des gastroentérologues. Et donc, là, je pense que la réponse va venir de la bouche de Jérémy. Oui, il y a une place pour la chirurgie. Non, merci, Jérémy. Ouais, bonjour à tous. Ravi de passer après mes deux brillants collègues. Quelques conflits d'intérêts dont je vais vous parler juste après. Et vous dire j'ai la chance, enfin, on a la chance de travailler dans un grand service de chirurgie digestive où il y a vraiment tous les pans de la chirurgie digestive. Une grosse activité de colorectal, les cancers, les MICI, les formes familiales. Une grosse activité sur le tractus digestif supérieur et de l'hépatobiliaire, ce qui permet de travailler sur tous les domaines de la chirurgie digestive. Et ça me permet de remercier tous mes collègues HU ou H et les internes. On a une très très grosse activité qui avait été félicitée par le Point. On attend avec impatience le classement qui va arriver le 4 décembre. Tout ça pour vous dire que ça permet, d'un point de vue très clinique, parce que moi je vais parler beaucoup de recherche clinique moins fondamentale, d'avoir des grandes bases de données, ce qui permet de faire de la recherche de qualité. Mais je vais vous détailler 2-3 points
qui sont actuellement d'intérêt. Donc d'abord évidemment le robot qu'on a maintenant depuis 1 an et demi à Saint-Antoine, juste pour vous donner un peu une idée de ce qu'on arrive à faire avec ce robot en célioscopie, donc avec 4 petits trocars, une image qui est parfaitement stable. Là, vous avez un gros cancer du côlon droit. On arrive à passer un peu en dehors de la tumeur pour l'enlever en totalité. Et vous montrer par exemple ce qu'on peut faire en termes de qualité de dissection. Ça, c'est une grosse veine, la veine iléocolique qui est branchée sur la veine porte. Donc, c'est un cancer du côlon droit. On fait le curage ganglionnaire. Et vous voyez la dextérité qu'on a avec cette machine, ce qui permet de faire des gestes qu'on n'arrivait pas à faire avant en célioscopie. Et par exemple, vous voyez en bas à droite les incisions qu'un malade après une colectomie droite, il y a juste une cicatrice comme une césarienne, et puis 2 trocars de 5 mm de chaque côté. Il n'y a plus aucune cicatrice sur l'ensemble du ventre, parce qu'on arrive par en bas à faire toute la dissection du robot. Ça va nous permettre également de faire ce genre de choses. Et ça sera quelque chose qu'on discutera peut-être avec Xavier après. Ça, c'est une injection de verre d'indocyanine par les endoscopistes quelques jours avant l'opération. Et dès qu'on passe au robot et qu'on met la caméra du verre d'indocyanine, flash les ganglions. Et quand on ne met pas la caméra en verre d'indocyanine, on ne voit rien. Vous voyez, là, on ne voit absolument pas les ganglions. Mais dès qu'on met la caméra infrarouge, ou en ultraviolet, et ben, on voit parfaitement les ganglions. Et donc, on peut commencer à imaginer que peut-être, avec ce robot, la dextérité qu'on a et les images additionnelles, de faire des curages de qualité, peut-être modifier un petit peu le type de résection qu'on pourrait être amené à faire. Et puis l'avenir, ça sera cette très belle vidéo, hop, je vais couper le son, qui est le nouveau robot, parce que là, il y avait 4 trocars, mais là, il n'y a plus qu'un seul trocard qui fait 2 cm, et les 4 instruments qu'on utilise par 4 incisions différentes vont toutes rentrer par le même trocard et on va avoir la caméra qui se déplace et puis les 2 pinces qui vont se mettre sur le côté, puis la troisième. Et donc on va pouvoir faire à peu près les mêmes gestes que je vous ai montrés, sauf qu'il n'y aura qu'une seule incision de 2 cm. Et donc, on imagine plein d'indications potentielles avec un bénéfice pour le malade, évidemment esthétique, mais il y a aussi d'autres bénéfices qui seront une récupération plus rapide, etc. Et donc, tous ces malades opérés au robot, vous voyez, ils sont tous mis dans une database nationale à la PHP, qui s'appelle PCROP. Et donc, malgré le fait qu'on ait récupéré un robot très tard, vous voyez qu'on a déjà pu mettre 216 malades dans cette cohorte. Et donc ça va permettre de faire beaucoup de recherches cliniques, déterminer les bonnes indications opératoires et voir l'apport du robot par rapport à la chirurgie classique. Harry en a parlé, mais c'est évidemment impossible de faire un topo à la FHU sans parler de Biomost, qui était un long travail, une collaboration entre les gastro et la chirurgie. L'idée, c'était que il y a plein de segments digestifs qu'on ressèque et qui ne servent à rien, qui ne vont pas à l'examen anatomopathologique. Et on s'est dit avec Harry, il faut qu'on s'en serve pour améliorer la recherche sur le microbiote. Là-dessus, Franck s'est greffé pour s'intéresser à l'immunité. Donc le principe est assez simple, tous les malades qui vont être opérés et qui acceptent de participer vont donner des selles en préopératoire. Pendant la chirurgie, moi, je vais pouvoir prendre des selles péropératoires, faire une prise de sang, envoyer un bout de tissu, et ça permet de faire de la recherche. Et on a par exemple plein de modèles très intéressants. On fait notamment des anastomoses iléoanales, c'est-à-dire qu'on ressèque tout le côlon et tout le rectum au malade. Et alors, comme on sait que le microbiote est principalement dans le côlon, c'est évidemment un modèle très intéressant de savoir ce que devient le microbiote une fois qu'on a enlevé tout le côlon et tout le rectum d'un malade et qu'on a branché l'intestin grêle sur l'anus. Et donc actuellement, vous voyez, on arrive à inclure à peu près 60-70 malades par an. On a 307 malades avec du sang, des selles et du tube digestif. Et puis vous parlez un peu de la recherche clinique, notamment les PHRC, ces programmes nationaux de recherche clinique. Il y en a plus de 15 qui sont actuellement en cours dans le service, avec plus de 140 malades inclus, ce qui est beaucoup, et ça me permet de remercier nos techs et nos arcs de l'URCES, sans lesquels ça serait absolument impossible d'inclure quasiment 150 patients. 2-3 exemples d'études qui sont actuellement en cours. Cette étude NORA, dans les cancers du rectum, vous le savez, on fait de la chimiothérapie puis de la radiothérapie avant l'opération. Et cet essai, c'est de voir si on ne pourrait pas éviter à des malades qui ont une petite tumeur la radiochimiothérapie, qui a une toxicité propre, et donc ne les opérer qu'après de la chimiothérapie. Un autre essai qui utilise encore la fluorescence et le verre d'indocyanine que je vous ai montré, qui consiste à voir si, en l'injectant dans les veines, cette fois-ci, non pas dans la muqueuse comme je vous l'ai montré,
on pourrait essayer de voir si le côlon est mieux vascularisé et peut-être réduire notre grande complication qui est la fistule de l'anastomose, qui est très probablement liée en partie avec de l'ischémie intestinale. Et donc là, l'idée, c'est que les malades soit ont de la fluorescence, soit n'ont pas de fluorescence. Il y a 1000 malades en France qui vont être inclus. Pour le Crohn, une étude très chirurgicale, on essaie de voir si en modifiant le type de suture qu'on va réaliser entre l'intestin grêle et le côlon, après avoir fait une résection iléosécale, la fameuse anastomose conoès, qui est un peu représentée sur ce schéma, qui est une anastomose un peu compliquée, on essaye peut-être de voir si on pourrait diminuer le taux de récidive. Et donc il y a une étude en France nationale avec 300 malades à inclure entre l'anastomose latéro-latérale ou l'anastomose conoès. Et bien sûr, avec syndrome, avec le volume de maladies inflammatoires qui est pris en charge, on participe activement. Et puis plus personnellement, moi j'étais le responsable scientifique de cette étude qui visait à essayer d'éviter de faire une stomie, la fameuse poche, aux gens qui ont une rectocolite hémorragique et qui doivent avoir une anastomose iléoanale, c'est-à-dire qu'on enlève encore une fois tout le côlon et tout le rectum. Et cette stomie, indépendamment d'impacter la qualité de vie des malades, expose à plein de complications, de brûlures cutanées, etc. Et donc l'essai était assez simple. Soit on met une stomie, soit on met pas de stomie pour protéger l'anastomose iléoanale. L'idée était d'essayer de diminuer la morbidité globale de la chirurgie et de la stomie. Et donc on a pu inclure en France quasiment 100 malades entre 2019 et 2024. Et l'essai a été arrêté de manière prématurée parce qu'on a observé plus de fistules dans le groupe des gens qui n'avaient pas de stomie. Et ces résultats vont être présentés au grand congrès international, enfin européen ECHO en 2026. Et donc, ça va changer les pratiques pour remettre de manière systématique une stomie aux patients. Parallèle à la Crohn, le cancer du rectum, vous savez qu'après avoir enlevé le côlon gauche et le rectum et fait une couture entre le côlon et l'anus, il faut normalement faire une stomie pendant 2 à 3 mois, pareil, pour réduire les complications de cette anastomose. Et les malades vont avoir de la chimiothérapie pendant 2 à 3 mois après, et ensuite on la fermeture de stomie. Et donc là, l'idée, c'est que on peut clairement pas se passer de divertir les selles, de dériver pardon, les selles parce qu'il y a un trop risque de complications. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce Colova, qui est une espèce de stent que le chirurgien place dans le côlon juste après la confection de la suture entre le côlon et le rectum. Donc il n'y a pas de stomie qui est confectionnée. Les selles vont passer dans une gaine en plastique qui est branchée sur le stent. On attend 10 jours, qui est le délai habituel pour dépister une complication. Et ensuite, nos collègues endoscopistes, et Marine Camus en a fait beaucoup, retirent le stent. Et donc le malade a eu l'avantage de la dérivation des selles pendant 10 jours sans avoir une stomie qui garde pendant 3 mois. Et donc, j'ai été le PI sur le versant européen qu'on a fait en collaboration avec les États-Unis. C'est Patricia Silla qui est au Mont Sinai, avec qui je travaille maintenant depuis 4-5 ans sur cet essai. Et on continue de faire de la recherche pour garder l'effet de dérivation des selles sans la morbidité de la stomie. Et puis avec Romain Cohen, vous savez que l'immunothérapie, c'est la grande révolution en cancérodigestif. On débute tous les deux, lui en tant que PI et moi responsable scientifique, le premier essai qui va randomiser les malades ayant un cancer du côlon MSI entre de l'immunothérapie et pas de chirurgie, une simple surveillance par des coloscopies régulières, ou le traitement standard, qui est toujours d'opérer le malade et en fonction de l'examen au microscope, de donner 3 mois ou 6 mois de chimiothérapie. Pour le rectum, on sait que l'immunothérapie pour les 3-4% de cancer MSI marche extrêmement bien et permet à quasiment à 100% des malades d'éviter la résection du rectum, l'astomie, etc. Pour le côlon, ça n'a pas encore été fait. Et donc, on est très content que cet essai soit ouvert et les premiers malades vont être inclus. Et pour vous donner d'autres perspectives de la force de travailler avec des chirurgiens du tube digestif haut, des colorectaux et de l'hépatobiliaire, 2-3 essais validés au PHRC qui vont commencer et qui sont portés par des chirurgiens de Saint-Antoine. Alexandre Chaline va débuter un essai pour les gastrectomies des 4-5e en comparant 2 types d'anastomose, oméga ou en sang Y, sur la qualité de vie des malades. Thibaut Voron va faire un essai national, évidemment, sur les voies d'abord de la chirurgie ésophagienne. Est-ce qu'il faut tout faire par voie mini-invasive, éventuellement avec le robot, ou quand même garder une thoracotomie pour faire la suture entre l'estomac et l'ésophage, parce que c'est une suture qui est extrêmement compliquée. Il y a un essai pareil, un peu comme ce que je vous ai montré dans le rectum,
de désescalade. On va essayer d'éviter à certains malades la chimiothérapie post-opératoire après chirurgie de cancer de l'estomac. Et puis, plus fréquent, les appendicites, énormément d'appendicites à Saint-Antoine. Et là encore, c'est un essai qui est porté par Maxime Collard et Thibaut Voron. 1000 malades vont être inclus en France avec la place de l'antibiothérapie pour traiter une appendicite et en prenant la décision médicale partagée. Donc c'est le patient qui va, en fonction des données qu'on va bien sûr lui donner, décider s'il préfère se faire opérer ou s'il préfère avoir un traitement antibiotique. Voilà, j'ai voulu vous brosser quelque chose d'assez rapide et je suis disponible pour vos questions. Merci mille fois, Jérémy. Pareil, extrêmement efficace. De l'inclusion, de l'inclusion, de l'inclusion. Vous êtes en début de chaîne et vous êtes également en fin de chaîne, donc sans vous, difficile de travailler. Dira-t-on que je Exactement. parle de manière très objective étant un ICIS réanimateur. Et non, peut-être la question, c'est si on est membre d'une équipe de recherche et qu'on veut travailler avec des chirurgiens, quelle est la bonne manière d'aborder un chirurgien pour travailler sur la recherche translationnelle avec un truc où on veut vraiment passer de l'expérimental au patient? Bah, le problème, c'est plus le temps. C'est-à-dire que, comme tu l'as vu, c'est quand même beaucoup de la recherche clinique, parce que c'est de la recherche qui est quand même plus facile à faire pour les chirurgiens, vu qu'on est quand même au bloc 3 jours par semaine et puis 2 jours en consulte, ce qui laisse bah, en fait voilà, pas beaucoup de temps pour le labo. Et donc il faut avoir du fondamental avec une application clinique pas trop éloigné, je pense. Et c'est une des forces, par exemple, de ce qu'a montré Harry, c'est que nous, on est tout à fait partant pour faire de la recherche et par exemple donner les tissus, mais la recherche fondamentale, elle est souvent faite, en tout cas avec les internes qui sont par exemple en M2 chez Harry. Une fois que tu commences à être chirurgien un peu senior, il y a une telle activité clinique que c'est compliqué, je trouve, de mener tout de front. Et donc, la recherche translationnelle, elle doit se faire si, à mon avis, pour motiver les chirurgiens, il faut qu'il y ait une traduction clinique pas trop éloignée, à mon avis. Mais c'est la force du FHU et de Saint-Antoine. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'endoscopie au gastro, le labo, les chirurgiens, les anapathes, enfin, tout le monde qui travaille sur cette même thématique du digestif et qu'on ait 5-6 départements et services experts avec des gros volumes, c'est ça qui permet d'avoir de l'interaction clinique, de la recherche fondamentale, de l'IA, etc., etc. Si Et on, justement, si- et justement, en IA, est-ce que tu vois des choses apparaître en chirurgie et IA, alors j'imagine autour de la vidéo, il y a d'autres trucs, Bah, mais bien sûr, le robot intuitif, pour ne pas les citer, parce que le robot qu'on a, c'est le robot intuitif qui est le seul qui, pour le moment, a beaucoup enfin, est extrêmement développé. Évidemment, dans la nouvelle version, il y a un énorme ordinateur qui est encore plus puissant pour que l'IA commence à intégrer. Et donc, là, on utilise encore des fluorophores, comme je vous ai montré, pour voir les ganglions quand je fais une colectomie. À terme, il y a pareil, il y a des fluorophores pour l'urtère. Mais probablement à terme, c'est juste l'ordinateur qui mettra en bleu l'urtère parce qu'il aura tellement vu de vidéos de colectomie droite et de colectomie gauche qu'en paire opératoire, on verra l'urtère, on verra les nerfs, etc. Donc les fluorophores, peut-être c'est une phase un peu transitoire avant que l'IA nous donne en permanence où est la tumeur parce qu'en plus, elle aura intégré en pré-op le scanner et l'IRM qu'elle aura intégré dans la machine et donc nous, on aura un matching de ce qu'on voit avec cette sublime image toute stable que je vous ai montrée, mais en plus se greffera en incorporation d'image où est la tumeur. Et pour les cancers du rectum, par exemple, ça sera très important. top, merci beaucoup, Jérémy. Il y a Harry qui a une question. Merci beaucoup, Jérémy, c'était passionnant. Et notamment, euh, le système dont tu as parlé et sur lequel Marine a participé de pseudo-iléostomie, Ouais. euh, sans faire finalement la stomie. Est-ce que c'est confortable pour le patient? Est-ce que le patient peut rester comme ça plusieurs mois Ah, c'est sans... c'est 10 jours. 10 jours. Ok, mais si jamais on voulait le faire plus longtemps, est-ce que ça serait faisable Bah, ou pas? c'est quand même un stent qui est collé à la muqueuse avec du vide. Et donc, il s'ancre un peu dans la muqueuse et passer Ok. 10 jours, probablement, il Voilà, sera plus difficile à, à à enlever. enlever. Et donc, Ok. c'est pas tellement un problème parce que comme 95% des problèmes de cicatrisation se font dans la semaine ou dans les 8 jours, on détecte si les malades ont un problème et dans ce cas-là, on enlève le stent et ils ont une stomie. D'accord? Le dispositif n'est pas fait pour réduire le taux de complications Non, anastomotiques. non, bien Il est sûr. fait
qui reste de 15%, il est fait surtout pour éviter aux 85% de malades qui ne vont pas avoir de complications de jamais avoir de stomie, donc une deuxième opération, les problèmes de cicatrisation, et puis, etc. Donc, voilà. Et le problème, c'est que pour le grêle, c'est probablement pas possible. Donc, on ne pourrait pas faire ça pour les iléoanales. Donc, Ok. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Je pense que juste une question, la FHU, Harry, c'est sur combien de temps? C'est 5 ans. La 5 ans, ouais. FHU, c'est 5 ans. L'objectif, si jamais dans notre beau pays, on nous offre des possibilités de financement, c'est de faire un institut, soit un IHU ou quelque chose comme ça. Mais encore faut-il qu'il y ait un appel à projet. Top. Donc du coup, voilà, c'est les belles perspectives, parce qu'on voit que c'est quand même des projets sur le temps long. On est sûr, quand on fait de la recherche clinique, et surtout la recherche translationnelle qui va vers la recherche clinique, évidemment, c'est du temps long. Donc, mettons un maximum d'énergie pour démarrer les projets maintenant, en espérant que ça aille vers l'IHU. Je sais pas si Patrick, excepté moi, juste souligner le fait que la prochaine lundi de la FHU, c'est le 8 décembre, dans mes souvenirs. Et que je refais un peu de pub pour la journée scientifique de la FHU, qui aura lieu, et là j'ai oublié, le 5 février, je crois. Et donc voilà, on vous invite, et enfin tout ça est en cours d'organisation, mais on vous invite le 5 février, notez bien ça dans vos agendas. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si, Patrick, tu voulais soulever quelque chose. Non, il n'y a pas de rien d'autre dans le chat et les questions-réponses. Donc rendez-vous dans 4 semaines. Bonne Merci soirée à à Et tous et tous. merci encore, encore, voilà. Harry, Grand Xavier, merci à tout le monde. à Jérémy. bientôt. Top. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne soirée plutôt.